Ok, c'est parti. Donc, moi, je m'appelle Cyril, je travaille à SOAT, je suis MVP Developer Technologies et je suis assez actif sur Twitter. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Et je vais vous parler de ASP.NET Core et Xamarin Forms. On va commencer par ASP.NET Core. Et je vais vous introduire rapidement ASP.NET Core 2.2, qui est sorti en preview 2 justement lors de la .NET Conf. Donc vous vous en doutez, il y a une preview 1 avant. Mais la roadmap reste la même. Et globalement, on commence par des mises à jour de template. Ça, on est content. On a du Bootstrap 4 qui est sorti il n'y a pas si longtemps, Angular 6 qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, on suit le flow un petit peu soutenu des frameworks JS et CSS. Support d'HTTP2, enfin, pour Kestrel HTTP Clients. Celui-là était pas mal attendu. Un petit peu de perf aussi, en plus d'HTTP2. On va pouvoir faire de l'hébergement sur des JS in process. Donc aujourd'hui, ASP.NET Core est hébergé out of process. Donc une espèce de channel un petit peu, qui fait un peu glue d'étranglement, qui rajoute des petits problèmes de performance. Donc là, avec la 2.2, on va être in process, on va gagner, je sais plus, un peu plus de 10% de perf, il me semble, voire jusqu'à 30% de mémoire. Ouais, il y avait des gros chiffres, ouais. Dans la pratique, ça avait l'air d'être un petit peu plus modéré. Et je vais vous parler de trois sujets, trois principales nouveautés. C'est Endpoint Routing, amélioration de tout ce qui est Web API et Health Check. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail sur ces trois points. Donc d'abord, tout ce qui est Web API, il y a pas mal d'efforts qui sont appuyés sur ASP.NET Core pour avoir un meilleur support d'Open API, souvent plus connu sous le nom de Swagger. Et on a deux principaux points. Donc il y a un nouveau package Nugget qui sort, un preview 2, qui sert à faire de l'analyse de code. Et en gros, il va vous aider à produire davantage d'attributs qui vont être interprétés après par votre API Explorer et donc fournir davantage de documentation pour vos API. Donc une petite vidéo pour agrémenter ça. Donc on voit là, on fait un return not found sur un contrôleur. C'est-à-dire que potentiellement notre API peut produire un code HTTP 404, sauf qu'on ne l'a pas forcément rajouté ici dans nos attributs. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui va décrire, enfin, format un peu métadonné, ce qu'on va retrouver sur notre documentation générée par Swagger. Pour l'instant, là, on dit juste que si tout se passe bien, on renvoie un code 200 avec un objet de type pet. Et du coup, là, en fait, Visual Studio nous aide en disant « Hey, tu as fait un return not found, du coup, il se peut que tu produises aussi du 404. » Donc, il nous accompagne pour automatiquement rajouter cet attribut qui est manquant. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est tout ce qui est convention. Donc, à partir de la 2.2, on n'aura plus forcément besoin de mettre toutes ces annotations partout. On va nous aider un petit peu dans cette tâche-là. Donc un meilleur support d'Open API. On va voir qu'en fait, on peut le faire au niveau assembly, controller ou méthode. Concrètement, on avait ça. Donc on n'oublie pas aussi l'attribut API controller qui a été introduit en 2.1, qui permet grosso modo de changer un petit peu le comportement par défaut qu'on peut avoir en MVC plus classique. C'est-à-dire que si on a du HTTP post avec un type complexe, il va automatiquement le taguer avec un from body. Voilà, donc il y a pas mal d'inférences comme ça qui sont un peu tout seuls, grâce juste au tag API Controller. Là, Microsoft pousse encore plus loin, en 2.2. Donc là où avant, il fallait taguer produces response type, vous voyez là sur les différents types qui sont renvoyés par notre API. Tout ça, en fait, on va pouvoir le factoriser et le faire de manière plus conventionnelle, plus implicite, en rajoutant juste ce tag, là, API Convention Type. Donc on peut soit prendre celui par défaut, auquel cas, dès qu'on a de tag API controller, en fait, automatiquement, ça va nous générer ces espèces de petits attributs là, que je vous ai montré. Donc ça va déjà dégager un petit peu des lignes de code qui étaient un peu lourdes et pénibles dans nos fichiers CS. Et tout ça, on peut l'étendre. C'est-à-dire que là, on nous fournit une convention par défaut. On peut fournir la nôtre. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut le taguer soit au niveau de l'assembly, soit au niveau du contrôleur, soit au niveau de la méthode. Donc on garde quand même la main dessus. Endpoint routing. Donc ça, c'est la grosse nouveauté, on va dire, la 2.2. C'est le nouveau système de routing. C'est-à-dire sous le capot, jusqu'ici, tout ce qui était routing. Donc on a une URL et on va pointer vers un contrôleur avec des variables particulières, des paramètres qu'on va injecter dans notre méthode de contrôleur. Tout ça, c'était souvent fait par le module MVC dans ASP.NET Core. Et c'est souvent fait en bout de chaîne. C'est-à-dire que ASP.NET Core, c'est un pipeline dans lequel on injecte une requête qui passe par plein d'étapes différentes. Soit on appelle ça des middleware, et à la fin, on arrive par à atterrir sur le contrôleur après une espèce de mapping, une espèce de routage qui se fait dans le module MVC. Donc ça, c'est en train d'être complètement refondu, d'une part pour améliorer les performances. Donc c'est là où on note plutôt plus ou moins 10% d'amélioration des performances. 10%, ils sont là. C'est léger, mais c'est quand même c'est toujours ça de prix, en plus de JS in process. Et surtout, ça va permettre des scénarios qui aujourd'hui étaient assez compliqués à mettre en œuvre. Souvent, c'était un peu des hacks. C'est générer, par exemple, des liens. Donc, en fait, faire du routing directement dans les middleware. Donc, habituellement, ce qu'on utilise, c'est sur le controller base, la propriété URL, qui en fait derrière est de type IURL helper, et qui permet de faire ce genre de choses.
C'est-à-dire générer un lien, là on le voit. Ici, alors maintenant j'ai un nouvel objet du coup qu'on va pouvoir injecter par dépendance. Ici dans middleware, donc c'est un objet qu'on appelle link generator, et derrière on va lui spécifier un contrôleur, une action, et lui il va produire une URL qui correspond bien à mon contexte. C'est-à-dire que très tôt dans le pipeline, même dès le démarrage finalement dans le pipeline, je peux générer des liens et avoir un petit peu plus la main dessus. Donc ça c'est des prémices. Pour l'instant, Microsoft travaille sur pas mal de petites améliorations. Donc c'est quand même une grosse refonte derrière, c'est pas anodin. Historiquement, ça a toujours été porté par le module MVC. Donc là, ils sont en train de faire un gros travail de rework. Ça va s'améliorer et ce sera encore plus majeur pour la version 3.0. Donc là, en 2.2, ils préparent grosso modo le terrain. Ce qu'il faut retenir. Autre nouveauté intéressante, c'est tout ce qui est health check. Donc ça, c'est vachement important dès qu'on utilise des orchestrateurs, que ce soit du Swarm, du Kubernetes, du Service Fabric. Donc c'est important que l'API donne son état justement à tous ces orchestrateurs pour qu'ils puissent aussi les gérer d'un point de vue infrastructure. Du coup, en fait, c'est relativement simple. On retrouve les API classiques d'ASP.NET Core. Dans le configure service, on fait un add health checks. Et après, on a un mode on va dire par défaut built-in qui va être tout ce qui est readiness. Donc c'est pour dire mon application est up. Par contre, elle n'est peut-être pas encore prête à recevoir du trafic. Donc ça, grâce à ce endpoint, là par défaut, on va pouvoir l'obtenir. Et après, je ne vous ai pas mis tous les détails, mais il y a plein d'API qui permettent de customiser tout ça dans tous les sens. Un petit exemple là-dessous, c'est par exemple faire plutôt du... donc on a deux types en général de S-check. Le readiness pour dire je ne suis pas tout à fait prêt à recevoir du trafic, mais je te tiendrai au courant au travers de cette API. Le readiness, c'est plus pour dire mon API a craché, il faut la restarter. C'est là où on voit bien l'intérêt sur de l'orchestrateur de containers, etc. Donc là, on voit sur le deuxième endpoint, on va pouvoir customiser davantage. Et on a même de la configuration, par exemple, on peut faire du health check et dire mon API sur mon endpoint health check va vérifier si ma database, mon SQL Server est up, par exemple. Et ça, on peut le faire très simplement en une ligne de code. Ça, c'est plutôt cool. La roadmap, ASP.NET Core 2.2, il y a une preview 3 qui est prévue pour octobre, donc dans à peu près un mois, si tout va bien. Ils vont rajouter de la génération de code client. Donc là, on a une amélioration d'OpenAPI, donc la documentation, toutes les métadonnées qui sont générées par l'API, ça s'améliore. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va revenir à l'époque de SOAP et on va essayer de générer des clients. Ouais, c'est super. Donc ils ont prévu de faire de la génération de clients en C# en TypeScript. Et là, comme ça, la boucle est bouclée. On revient un petit peu à notre vieux mode SOAP WSDL. Ils ont prévu aussi l'intégration d'un serveur d'autorisation. Pour ceux qui connaissent, Identity Server, il y en a qui connaissent dans la salle? Ouais. Alors apparemment, de ce que j'ai vu, qui traînait comme tweet hier soir, a priori, ce serait Identity Server lui-même qui serait intégré à ASP.NET Core. Identity Server, c'est un projet open source justement d'implémentation de serveurs d'autorisation et d'authentification avec tous les classiques OpenID ou OAuth et consorts. Et du coup, il serait intégré a priori, de ce que j'ai compris. J'ai pas vu de post officiel, donc c'est un peu à prendre avec des pincettes, mais a priori, ça doit être vrai. C'est qu'Identity Server sera intégré du coup à ASP.NET Core 2.2 ou peut-être la version suivante. Et tout ça pour une release en fin d'année, enfin d'ici la fin d'année. Suivant le rythme, on est plutôt bien parti. Un petit mot rapide sur Entity Framework Core, s'il y en a qui l'utilisent dans la salle. On passe aussi en 2.2, c'est plutôt une version mineure, il n'y a pas beaucoup d'énormes nouveautés, ça parlera peut-être à certains. On a la collection d'entités owned, on a un provider pour tout ce qui est Cosmos DB, et on a des petites améliorations avec le provider SQL Server, avec notamment le support des données spatiales et des verbes supplémentaires sur le full text search. Voilà, donc des petites améliorations, mais qui sont quand même les bienvenues, avec aussi une pléthore de tests sur toute la partie expression et gestion des arbres d'expression, qui sont ensuite retranscrits en SQL, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de régressions d'une version à l'autre. Ça, ils ont bien consolidé, bien mis des verrous partout, ils ont bien ceinturé. Donc, on espère que les prochaines versions seront moins buggées. Sans transition, nouveauté Xamarin. Qui fait du Xamarin dans la salle? Ouais, je parle pour 4 personnes. Allez, on y va. Xamarin, donc support des nouvelles versions qui sont sorties la semaine dernière, non, cette semaine. On est quelle semaine? Oui, c'est ça. Donc avec le support d'iOS 12, notamment Xcode 10, Android Pie. Donc en gros, toutes les dernières versions d'iOS Android sont supportées dès maintenant par Xamarin. On est content. Enfin, 4 dans la salle sont contents, plus moi. Gestion du Mac Build Host. Donc, quand on développe sous Windows, sous Visual Studio, on a besoin de se connecter à un Mac pour développer pour iOS. L'expérience, il y a 3 ans, était catastrophique. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est largement améliorée. Donc maintenant, il y a juste en gros à se connecter. Si jamais le Mac n'est pas à niveau, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes SDK que vous sur votre version de Visual Studio, en gros, il y a juste à cliquer sur un bouton, ça va l'installer pour vous. Donc s'il manque Mono, s'il manque un SDK iOS quelconque, en fait, il va vous le prompter, il va vous assister de manière beaucoup plus simple qu'auparavant. Ça, c'est vraiment top.
C'est pas exactement une nouveauté, mais il continue de l'améliorer. C'est tout ce qui est provisioning iOS. Donc ça a toujours été une plaie de déployer sur un vrai device iOS, que ce soit iPad, iPhone, peu importe. Donc en fait, ils sont vachement inspirés des outils qu'il y a dans Xcode pour simplifier l'expérience. Tout ça, on peut le faire encore une fois sous Windows. Donc vraiment aujourd'hui, l'expérience Xamarin sous Windows pour développer sur iOS est plutôt optimale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins besoin de retourner sur le Mac et de faire des allers-retours comme auparavant. Guillaume en a parlé tout à l'heure, donc support d'émulateur Android avec sous Hyper-V, à partir de la version Windows 10 après l'update truc muche. Le Quick Boot, c'est Google qui le fournit, mais du coup c'est un boot instantané de l'émulateur Android. Ça c'est top. Enfin, ça n'enlève pas toute la RAM que ça bouffe derrière, mais c'est top quand même. Et on a la gestion du SDK Android qui est automatisée. Ça aussi c'est sympa, c'est-à-dire que si vous récupérez un projet Xamarin qui se base sur une version spécifique du SDK Android, et pour ceux qui savent, il y en a beaucoup. Du coup, ça va télécharger pour vous automatiquement le SDK, qui peut peser plus ou moins lourd en fonction des cas, mais du coup, c'est automatisé, on n'a plus à configurer ça. Donc ça, c'est cool. Et le petit dernier, c'est Xamarin Essentials. Jusqu'ici, en fait, tout ce qui est plugin, donc tout ce qui est API native, c'était éparpillé sous forme de plugin, justement. C'était souvent chacun un package nugget. Donc un package nugget pour envoyer des SMS, un package nugget pour envoyer des mails, un package nugget pour avoir la géolocalisation. Donc maintenant, c'est tout centralisé dans un package, Xamarin Essentials. Ça c'est bien parce que ça évite de s'éparpiller, ça évite d'alourdir le démarrage de l'application à charger à 25 DLL pour finalement pas faire grand chose. Et c'est un GitHub qui est open source, qui est à dispo de tout le monde et qui continue son petit bonhomme de chemin, toujours en preview mais largement utilisable en prod. Je le fais depuis 3-4 mois, ça marche très bien. Xamarin Forms, en mise à jour cette semaine de la 3.2, avec notamment le support d'une title view, donc la navigation bar personnalisable, petit aperçu en haut, donc on peut mettre autre chose que du texte, c'est cool. Du padding dans les boutons. Il aura fallu attendre 4 ans pour l'avoir. Voilà. Faut savoir que derrière, donc Xamarin Forms, c'est open source. Il y a une communauté aussi derrière qui fait pas mal évoluer le framework et en particulier qui ont listé justement tous les pain points, tous les petits trucs qui seraient bien d'avoir, genre padding de boutons. Ils l'ont enfin supporté, donc merci à la communauté, c'est cool. On l'a attendu celui-là. Tout ce qui est gesture de type swipe, un peu plus de contrôle sur les curseurs dans les champs texte. Et mon préféré, l'extension XAML pour faire du on-platform. Donc ça permet de rentrer des valeurs qui sont spécifiques à chaque plateforme. Jusqu'ici, c'était des balises en XAML. C'était assez pénible à écrire. Donc là, on peut le faire sous un format plus inline, directement avec des accolades, comme les bindings, qu'on a l'habitude de faire habituellement. Donc ça, c'est top. Et pour la VNext, on a pas mal de petites nouveautés sympas aussi. On va avoir... Donc il y a des specs qui ont été écrites sur ce qu'on appelle la collection view, ce qu'on appelle pour l'instant la collection view, qui est une nice view avancée. A priori, ils ont commencé à faire tourner un proto, mais on ne peut pas trop mettre la main dessus encore. Enfin, il y a des projets démo, mais c'est un peu fragile. En gros, qu'est-ce que ça fait? C'est une nice view avancée. On a tous les types de layout possibles et imaginables. Enfin, il y en a vraiment un paquet. Il y a la grid, on peut faire une liste horizontale, verticale, le classique. On peut faire même un carrousel à partir de ce contrôle. C'est ce qu'il prévoit de faire. Pareil, carrousel qu'on attend depuis 4 ans. Ouais. Ça gère les gestures du contexte menu, enfin pas mal de petites choses sympas. Donc ça c'est c'est le genre de contrôle qu'on était obligé d'acheter via du Syncfusion, Telerik et consorts, et qui sera du coup built-in, on l'espère, dans moins de 6 mois. En général, qu'un suite VNext, c'est plutôt plus de 6 mois, mais bref, on va rester optimiste. Et alors, je me décale un tout petit peu, ça se lance, oui. Voilà, frôler l'incident. Le shell, c'est un contrôle un peu particulier, qui en gros, il faut imaginer que Xamarin Forms, c'est comme une boîte de Lego. Là, on a une espèce de château fort qui est déjà construit pour nous, avec des Lego partout, qui est du coup assez opinionated. Pas trop comment ça se traduit en français, mais en gros assez dirigé. Donc c'est une coquille dans laquelle on a plein de petits contrôles déjà tout faits pour nous. Donc là on voit la liste très rapidement. En fait on a un menu, vous avez vu là sur le côté, ce qu'on appelle habituellement un drawer, qui est built-in en fait. Enfin on peut vraiment le déclarer en 5 lignes de code en XAML. On a la gestion des onglets en bas et en haut. Il ne se relance pas. Est-ce que je peux le relancer? Oui. On a une petite barre de recherche avec, là, après on peut inclure ce qu'on veut, mais souvent ça va être une liste. Donc on a pas mal d'expériences comme ça qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres. On a du routing, donc de la navigation, l'implémentation aussi de matériel design un peu plus poussé. Donc tout ça en fait, le but c'est quoi? C'est fournir clé en main une solution pour faire une application pas trop moche en 2 secondes et puis faire un getting started très rapide à partir d'une application Xamarin Forms. Donc ça c'est plutôt sympa. Après ça reste plus adressé à des nouveaux projets et plus peut-être un démarrage pour quelqu'un d'un peu novice.
Je vous ai listé juste les 3 conférences sur lesquelles je me suis principalement basé. Donc, c'est des conférences qui sont disponibles sur Channel 9. Vous tapez channel9.net conf 2018, vous avez toutes les vidéos sur lesquelles on s'est basé d'ailleurs toute cette soirée, sur lesquelles on a basé toute cette soirée. En voilà 3. Et puis, c'est tout pour moi. Je vous remercie.